Les cartes sont incroyables, elles nous montrent le monde et parfois nous fournissent des informations ou des statistiques intéressantes concernant la zone qui est représentée. Donc, dans cette vidéo, je veux vous montrer quelques cartes que j'ai trouvées vraiment intéressantes, soit à cause de quand elles ont été faites, de leur apparence ou des données que nous apprenons d'elles. Alors voici d'abord la carte sur la vignette. Cette carte nous donne un aperçu comparatif de l'utilisation des terres aux États-Unis d'Amérique. Évidemment, la zone elle-même en termes de région n'est pas précise. Elle est simplement affichée de cette manière afin que nous ayons une idée de leur taille respective. J'ai été vraiment surpris par l'immense quantité de terre qu'ils ont dédiée au pâturage pour vaches. C'est beaucoup. J'ai aussi été surpris par la quantité de terres forestières d'entreprises que j'imagine être les terres où les entreprises font pousser et coupent des arbres pour vendre le bois. J'ai été vraiment surpris par la petite taille, du moins en comparaison de la zone dédiée aux parcs nationaux et d'État. C'est fou comment les terrains de golf occupent plus d'espace aux États-Unis que leurs plantations de sirop d'érable, bien que je suppose que c'est plutôt une chose canadienne. Mais franchement, de combien de terrains de golf a-t-on réellement besoin? Et aussi, les 100 plus grandes familles propriétaires de terres détiennent un territoire équivalent à l'État de la Floride. C'est beaucoup. En parlant de l'Amérique, j'ai aussi trouvé une autre carte vraiment incroyable sur le nord de l'Amérique. C'est à quoi ressemblait la région il y a environ 77 millions d'années, composée d'environ 4 grandes îles et le reste étant l'océan. En arrière-plan, vous pouvez voir les lignes continentales actuelles. C'est tellement étrange de penser à quel point notre monde était différent il y a quelques millions d'années. Dans ce cas, une grande partie était submergée, bien que dans quelques cas, des parties de l'océan étaient à la surface. De plus, les Caraïbes semblent comme si elles étaient déplacées vers le sud. Mais peut-être que ces îles n'ont rien à voir avec nos Caraïbes actuelles et c'est juste une coïncidence qu'elles soient là. Les carrés jaunes sur la carte représentent les sites où des fossiles de dinosaures ont été trouvés. En parlant de lieux où certaines espèces sont trouvées, voici une carte de la distribution mondiale des flamants roses. Cela m'a surpris pour deux raisons. Un, à quel point la gamme des flamants roses est grande et le fait qu'ils se trouvent sur la majorité des continents de la Terre, ce qui est étrange car ce sont des endroits avec des climats très différents. Mais une autre surprise était l'absence de flamants roses dans certaines régions. Je suis sûr qu'il y a une explication logique, mais il semble un peu étrange qu'une espèce qui est présente dans tant d'endroits ne soit pas présente dans plus. Je veux dire, pourquoi sont-ils présents dans presque toute l'Amérique du Sud, sauf en Colombie et au Brésil? Et pourquoi ce petit bout d'Afrique est-il la seule partie de la côte Est qui ne sert pas de maison aux magnifiques animaux roses? Aussi, pourquoi le Népal a-t-il des flamants roses selon cette carte? Et pourquoi l'Australie et presque toute l'Asie de l'Est n'en ont-ils pas? La prochaine carte concerne les empires. Chaque fois que nous parlons des grands empires de l'histoire, généralement deux d'entre eux sont mentionnés, les Romains et les Mongols, avec des débats sur la façon dont l'Empire mongol était plus grand. Mais les Romains avaient un système d'administration plus organisé et donc leur règne effectif sur la terre était plus grand, parmi d'autres discussions. Cette carte montre les deux empires adjacents. Maintenant, si vous ne le savez pas, il est important de noter qu'ils n'ont pas du tout coexisté. Ils sont simplement présents sur la même carte ici, afin qu'il soit plus facile pour nous de les comparer. L'Empire mongol est définitivement plus grand. Il n'y a aucun doute à ce sujet, mais je suis d'accord dans une certaine mesure que l'Empire romain est plus impressionnant. Peut-être que c'est juste un biais européen, je l'admets, mais j'ai l'impression qu'une bonne partie de l'Empire mongol n'était que des déserts de terre vides, tandis que les Romains ont soumis des civilisations entières. Mais encore une fois, les Mongols ont conquis la Chine. Donc, cela ne peut pas être plus impressionnant que cela. Il est également intéressant de voir comment ils se chevauchaient dans certains de leurs territoires contrôlés, faisant en sorte que ces régions en bandes bleues et rouges aient une histoire vraiment intéressante de pouvoir dire qu'elles faisaient partie de deux des plus grands et des plus importants empires de l'histoire. Cette prochaine carte est la plus intéressante pour moi. Elle nous montre le parcours éducatif des dirigeants mondiaux pour chaque pays et dans l'ensemble. Maintenant, les couleurs utilisées pour chacune des zones ne sont pas très optimisées, si vous voulez, car certaines d'entre elles sont trop similaires pour avoir une idée claire lorsque vous regardez la carte. La politique et l'économie sont les domaines d'éducation les plus courants pour les dirigeants mondiaux, avec 40 et un pays, suivis par le droit avec 35. J'ai été étonné par certains de ces points. L'un d'eux est le numéro 3 à l'armée.
C'est que historiquement, beaucoup de dirigeants ont été des figures militaires. Mais à l'époque moderne, j'ai été surpris que ce soit toujours le cas, la majorité d'entre eux étant en Afrique. Celui qui est étonnamment bas est la politique publique et l'administration, avec seulement 7 dans le monde, bien qu'en comptant un assez grand, la France. Gardez à l'esprit que ces données datent de 2018, donc certains cas ont peut-être déjà changé. Les mathématiques sont également assez basses, avec seulement 10 leaders mondiaux ayant une formation en chiffres, mais comptant également un pays majeur, l'Allemagne. Et puis, les arts et les sciences humaines sont, bien que surprenants, en haut à la 4e place. Rappelez-vous également que je ne sais pas si cette carte ou n'importe quelle autre est totalement exacte. Dans ce cas, ils n'expliquent pas vraiment s'ils analysent les dirigeants en termes de chef d'État ou de chef de gouvernement. Au Royaume-Uni, est-ce le Premier ministre ou la reine qui détient le pouvoir? Revenons à une carte des États-Unis, cette fois-ci concernant la population elle-même plutôt que les dirigeants. Cette carte nous montre les plus grands groupes d'ascendance aux États-Unis par comté, nous donnant également une idée générale des États et des États-Unis dans leur ensemble. Encore une fois, à celui qui fait ces cartes, choisissez des couleurs qui sont différentes. Pourquoi le français et le japonais sont-ils presque de la même teinte de jaune? Mais en passant à autre chose, j'ai été assez surpris par certains des résultats. Je n'avais aucune idée qu'une si grande partie de la population américaine avait des ancêtres allemands. Il semble être le plus courant en nombre de comtés, bien que moins de personnes vivent dans ces zones. Ce n'est donc pas le plus grand groupe d'ancêtres en termes de chiffres réels. L'anglais vient ensuite, suivi par les Afro-Américains et les Mexicains. J'ai aussi été surpris par quelques autres, la quantité de Scandinaves dans le Nord, le fait qu'il y ait encore des comtés peuplés d'Amérindiens significatifs, surtout en Oklahoma, et aussi quelques Inuits en Alaska. Et nous devrions également noter les majorités italiennes et irlandaises sur la côte nord-est autour de New York, Boston, etc. Mais comme je l'ai dit, ces chiffres représentent le nombre de comtés où chaque groupe d'ascendance est majoritaire. Ils ne représentent pas quel groupe d'ascendance a le plus de personnes, car les États-Unis ont une répartition de la population très particulière. Cette carte nous montre exactement cela, avec le même nombre de personnes vivant dans les zones oranges que dans les zones rouges. Les côtes Est et Ouest ont autant de personnes que plus de la moitié du territoire. C'est encore plus radical dans certains autres endroits, comme l'Australie par exemple, où sur cette carte, nous voyons que seulement 2% de la population du pays vit dans la zone jaune. C'est vraiment fou. Ces manques d'équilibre en ce qui concerne la population sur le territoire conduisent parfois à des débats sur la façon dont le territoire devrait être réorganisé dans certains pays, en particulier en ce qui concerne la représentation politique. Mais en parlant de réorganisation du territoire, voici une carte des États-Unis, mais avec une division légèrement différente. Voici les 20 zones de contrôle du trafic aérien des États-Unis, qui ne ressemblent pas du tout à leurs frontières d'État. La Floride, à elle seule, en a 2 par exemple, mais la zone de Salt Lake contrôle presque 5 États différents. En parlant d'organisations territoriales différentes, en 1992, un homme nommé Freddie Heineken a proposé une carte représentant ce qui pourrait être, selon lui, une viable États-Unis d'Europe composée de 74 États fédéralistes. Mais il est intéressant de voir comment certains pays resteraient entiers. Le Portugal, par exemple, la Grèce et la Hongrie, tandis que d'autres seraient très divisés, comme l'Espagne, l'Italie, la France ou l'Allemagne. De plus, cette division ici de la Serbie, de l'Albanie et du Monténégro ne causerait aucun problème du tout. Ce prochain est un que je suis assez sûr d'avoir déjà montré dans des vidéos précédentes, mais je continue toujours à y revenir parce que c'est tout simplement fascinant pour moi. C'est notre monde, mais à l'envers. Le fait que nous cartographions nos continents de la manière dont nous le faisons est simplement conventionnel à ma compréhension. Alors, que se passerait-il si nous décidions que le nord était en bas et le sud en haut? C'est étrange comment exactement la même Terre semble totalement différente, et notre perspective de celle-ci change également. Un autre fantastique est aussi celui que j'ai précédemment montré en partie, mais que j'ai maintenant en entier, et c'est celui-ci. Une carte, ou un graphique si vous voulez, qui nous montre le continent de l'Amérique et les pays qui sont le long des mêmes lignes de latitude. C'est très étrange de voir comment des pays différents, avec des climats quelque peu différents, coexistent le long des mêmes latitudes. Par exemple, il est étrange pour moi que le Portugal soit à la même latitude que New York et le Japon, ou que le Royaume-Uni soit là-haut avec le Canada, que la Namibie aille jusqu'en Australie, ou que le Cameroun soit sur les mêmes lignes que l'Indonésie. Et enfin, cette carte de l'Afrique qui nous montre les emplacements des girafes et la répartition des différents types de motifs qu'elles ont.
Tout d'abord, je n'avais aucune idée que les girafes ont des motifs différents selon leur sous-espèce ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi cool de voir comment ils varient selon la région. Et ce sont quelques cartes que j'ai trouvées intéressantes et que je voulais partager avec vous, les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous les avez appréciées ainsi que les informations et statistiques associées que nous obtenons d'eux. Abonnez-vous si vous voulez attraper plus de vidéos et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.